Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Notre classe politique est-elle au niveau? Nos ministres de droite comme de gauche sont-ils vraiment préparés à l'exercice du pouvoir et à la prise de décisions forcément difficiles, notamment en période de crise? Bref, au-delà des promesses électorales et des populismes de tous bords, la Maison France peut-elle être vraiment gérée pour le bien commun? Nous avons décidé d'intituler cette émission ce soir « Les politiques peuvent-ils gérer seuls un pays ?» Et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct comme chaque soir. Christophe Barbier est directeur de la rédaction de l'Express, à la une de votre journal cette semaine. Le scandale caché de la corruption, un dossier qui concerne aussi nos responsables politiques. Guylaine Ottenemer est-elle rédactrice en chef du magazine Challenge? Votre hebdomadaire paraît demain avec une enquête consacrée aux lieux de pouvoir de la planète. Cynthia Fleury est-elle philosophe, chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle? Vous enseignez à Sciences Po et à Polytechnique. Votre dernier livre, L'exigence de la réconciliation, est paru chez Fayard avec Anne-Caroline Prévost-Julliard. Citons aussi La fin du courage chez le même éditeur. Et puis nous serons rejoints, si tout va bien, après les encombrements, par Claude Veil, qui est directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Comment peut-on dire ça? Est-ce que vous trouvez que, notamment quand il faut affronter de graves questions d'ordre économique, Guylaine Ottenemer, nos responsables politiques sont au niveau, et au niveau du courage notamment? Comment dire, il y a une spécificité en France qui s'appelle l'élection du président de la République au suffrage universel. Et qui, à mon avis, pousse un peu beaucoup le bouchon vers la démagogie et le populisme. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde où, dans une campagne électorale majeure, on peut tout d'un coup sortir de son chapeau, on va faire une taxe à 75%, sans que personne ne soit au courant, sans qu'il y ait eu aucune évaluation, sans que personne dans le parti soit au courant. Vous vous souvenez de la tête de Cahuzac quand tu lui poses la question? Je présentais l'émission, oui. Voilà, donc vous en souvenez. Voilà, et ça parce qu'il y a un moment dans la course, il y a Mélenchon et qu'il faut donner un petit peu dégagé. Et donc on se retrouve avec un merdier derrière et qui discrédite après les politiques. Parce qu'on se dit, on fait des promesses, ils ne peuvent pas les tenir. Donc je pense que déjà notre système d'élection de président de la République au suffrage universel, que moi je n'approuve pas, mais qui en plus, avec des médias extrêmement rapides, extrêmement présents, rend la machine impossible. Et deuxièmement, il y a une partie du pays, à droite comme à gauche d'ailleurs, qui n'a absolument pas de culture économique. La plupart de nos élites sont plutôt des technocrates colbertistes que des économistes. On a eu deux économistes sur la scène politique française, qui étaient Raymond Barre et DSK. Les autres, c'est des cours des comptes, des inspecteurs des finances, mais ce ne sont pas des économistes. C'est-à-dire des gens qui apprennent le fonctionnement de telle ou telle méthode pour faire un budget, gérer l'État. Mais ce n'est pas vraiment des gens qui réfléchissent à la matière économique. Et donc, on a une vision un peu à courte vue. Et puis, l'endroit où, soi-disant, on fait de l'économie en France, c'est Bercy. Et pour moi, Bercy est quand même un repère de technocrates qui n'ont pas de vision et ils ne savent pas expliquer une politique économique. Voilà, en deux choses, notre système et la formation de nos élites. Vous partagez cette analyse, Christophe Barbier? Complètement. Et s'il faut ajouter deux, trois éléments, les politiques souvent gouvernent au sondage. Souvent, les réformes ne doivent pas être populaires pour être efficaces. Si elles ne sont pas populaires, elles ne plaisent pas au sondage. Et donc, on se retrouve avec une contradiction. Et puis, il y a un problème de formation. Au-delà des économistes qui manquent dans les équipes gouvernementales, il y a aussi la culture d'entreprise qui manque. Puisqu'on voit bien que dans la crise que traverse l'Occident depuis longtemps, c'est par les entreprises que la croissance peut revenir. C'est par cette culture de l'entreprise qu'on peut recréer des emplois. Il y a trop peu de personnels politiques qui sont passés par l'entreprise. Le seul au gouvernement, c'est Vincent Peillon, parce qu'à 20 ans, il a créé une entreprise d'importation de saumon fumé, dont on n'a pas vu qu'elle avait marqué l'histoire de la gastronomie. Raison, hein, oui. Mais bon, c'était bien. Cahuzac, que citait Guylaine, lui a dirigé une clinique, donc on peut se penser qu'il a eu un peu de gestion, mais enfin, on n'est pas non plus dans l'économie privée quand on dirige un établissement de santé. Sinon, zéro. Et au Parlement, on publie les chiffres cette semaine dans le journal, 5% de députés issus de l'entreprise, 43% aux États-Unis, 25% en Grande-Bretagne. La culture d'entreprise parmi les décideurs politiques, c'est zéro. Je comprends pas. Vous voulez que le chef de l'État soit Jacques-Antoine Granjon, président de venteprivée.com, 1,3 milliard de chiffre d'affaires et élu capitaliste de l'année? Non, parce qu'on aura l'excès inverse. On aura quelqu'un qui n'aura pas la culture de l'État, qui n'aura pas fait l'ENA, qui ne connaîtra pas l'administration et qui se prendra les pieds dans le tapis de l'administration. Mais il serait bon que les politiques eussent appris
la culture de l'entreprise au cours de leur formation. Il n'y a pas de règle générale. Thierry Breton a été un bon ministre des Finances, je crois, et Francis Maire a été un mauvais ministre des Finances. Il n'y a pas de recette. S'il s'agissait simplement de prendre le bureau du MEDEF et de le mettre au gouvernement pour régler tous nos problèmes, il suffirait de le faire. Non, bien entendu, ça ne suffirait pas. Mais on est quand même avec un balancier qui est allé beaucoup trop loin du côté de la culture technocratique. Alors, moi, j'ai l'impression quand même que l'un et l'autre, vous le dites à un moment, il y a un manque de culture économique et au bout du compte, ça revient à dire, finalement, on a la classe politique qui nous ressemble. Parce que c'est généralement quelque chose qu'on reproche aux Français et même aux journalistes, d'ailleurs. Qui ressemble un peu à notre PIB. C'est vrai qu'une grande partie de la croissance du PIB de ce pays, c'est les dépenses publiques. On aime bien se réfugier dans les bras de l'État dès qu'il y a un problème à régler. On a cette culture-là qui est jacobine. Donc en effet, elle en est le reflet. Cynthia Fleury, alors je vous arrête parce qu'on voit tous la référence, pardonnez-moi, alors je fais un petit rétropédalage. On voit tous la référence, c'est la deuxième fois dans l'émission au colbertisme, et en gros, on se dit c'est des gars derrière un bureau qui ont une vision une fois pour toutes, parce qu'ils sont très intelligents et qui savent comment, en pointant des chiffres, on organise. Ça veut dire quoi quand on taxe? Je recommande à tout le monde de lire Fouquet, Le Soleil du Roi par Paul Morand, qui est l'histoire de Fouquet contre Colbert. Fouquet a tout inventé. C'est un peu un voyou qui pique dans la caisse. Je ne sais pas ce qu'il est à ça, mais c'est lui qui a tout inventé. Les banques, les tapisseries d'Aubusson, etc. Un mec arrive qui dit non, c'est tout ça, c'est l'État. Je caricature à peine, oui. Mais voilà, je nationalise, mais après par derrière, je fais fortune aussi, quoi. Oui. Moi, on s'est arrêté un peu trop à Colbert. C'est l'État seul est garant. C'est l'État qui sait faire. C'est l'État qui a une vision à long terme. Et on n'a aucune vision du marché. La phrase typique, c'est Montebourg. La ligne jaune, c'est la fermeture d'une usine. Bon, je sais pas, il y a des usines qu'il faut fermer, il y en a qu'il faut pas fermer. Je veux dire, il n'y a pas de ligne jaune. Ou alors on nie le capitalisme. Le capitalisme, c'est gagner de l'argent et c'est destruction, création. Mais il faut qu'il y ait de la création. C'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait que de la destruction. Mais on reste quand même sur des visions très figées, de plans à long terme, etc. Voilà. Est-ce que la philosophe s'intéresse à l'économie quand il s'agit du devenir de son pays? Oui, d'ailleurs, on pourrait renverser la question. L'économie est-elle une chose si sérieuse qu'on ne puisse la confier aux politiques? On peut dire aussi qu'on ne puisse la confier qu'aux économistes. C'est exactement la question qu'on pose ce soir. On aurait pu formuler l'émission de cette façon. Bon, moi, je dirais deux choses sur les critères de qui est le plus apte à diriger. Quand même des vieilles questions de philosophie. Vous avez bien évidemment la question de la compétence. Bon, on croit avoir tout réglé en disant c'est le plus compétent qui... sauf que vous avez des critères de compétence qui, là aussi, sont variés. Vous pouvez avoir un critère de compétence de technicité, plutôt donc une compétence d'expertise, dite technocrate. Vous avez plutôt des compétences de savoir profane, par le vécu, de la société civile, etc. Vous avez des compétences qui sont liées à l'impact social et environnemental qu'on peut avoir. Donc on voit déjà que tout d'un coup, le simple critère de compétence n'est pas si simple. Deuxième point, c'est notre conception de l'intérêt général. Oui. Nous avons une manière, nous les Français, de penser l'intérêt général, je dirais, par la voie du désintéressement. Et là, ça devient compliqué, parce qu'il faut manier et compétence et désintéressement. D'une certaine manière, le moins intéressé par le pouvoir sera le plus garant des intérêts de tous. Bon, alors donc là, c'est compliqué, puisqu'on ne peut pas aller vers une compétence d'expertise. On est obligé d'aller vers une compétence holiste, écosystémique, c'est-à-dire une compétence qui fait le lien, qui est interdisciplinaire, qui est garante du tout. Et là, tout d'un coup, le politique, le philosophe d'ailleurs, le politique retrouve sa marque, sa marge de manœuvre. Vous allez bientôt nous dire, votez pour le seul qui ne veut pas être élu. Mais peut-être. D'une certaine manière, je trouve ça assez drôle d'avoir fait du désir du pouvoir, qui est un désir pathologique par excellence, la modalité même du leadership. Ça s'appelle le tirage au sort. Pas nécessairement. Entre autres. Pas nécessairement. Ça s'appelle pas nécessairement le tirage au sort, mais ça s'appelle pas non plus le désir pathologique du pouvoir. Et donc ça peut être la Ve République et de l'élection du président de la République. On aime ça, élire notre président de la République. Vous pouvez pas nous le retirer? Non, je crois. Voilà. Jusqu'à nouvel ordre. Oui, mais c'est pas le moins désintéressé. Ce qui vient d'être dit là, c'est-à-dire que nous, effectivement, nos désirs sont ambivalents en démocratie. L'électoralisme, tout à l'heure, on en parlait. Bien évidemment, l'électoralisme, c'est du court-termisme. C'est de la démagogie, généralement, c'est de l'intéressement, c'est le cas de le dire, et non pas du désintéressement. Très bien, mais personne
personne ne songerait aujourd'hui à se passer de la possibilité de l'outil, même si on ne l'utilise pas. Mais la possibilité de l'outil du vote reste régulateur. Donc à ce moment-là, comment on pondère l'électoralisme? On le pondère en maniant représentation et participation, en faisant agir la société civile, en faisant agir les scientifiques. On parle beaucoup de culture économique qui manque aux politiques. Je peux vous dire que la culture scientifique, elle manque aussi considérablement à tous. Alors Claude Veil, merci d'abord de nous avoir rejoints. Pardon d'être en retard. Non, je vous en prie. Accident voyageur dans le métro. Ah, donc c'était le métro et non pas la voiture. Votre une de l'Obs sera consacrée au diplôme qui donne du travail. Le journal paraît demain. Comment peut-on dire les choses? Est-ce qu'on n'a pas aussi aujourd'hui des machines, on va dire, politiques, ce qui n'est pas une remise en cause des partis politiques, mais des machines politiques, on va dire, à penser trop étroites et avec des moules extrêmement semblables, face à une machine économique totalement mondialisée, où là, pour le coup, il y a très peu de règles et où ça devient de plus en plus compliqué de voir coïncider les deux. Parce qu'on est quand même en train de parler de qu'est-ce que ça veut dire gouverner en période de crise. Et c'est ça, finalement. On ne peut pas ne pas poser la question de l'énarchie, naturellement, qui est centrale dans cette discussion, puisque la France est probablement le pays où la classe politique est la plus professionnalisée. Ouais. On a créé une école de grands commis de l'État qui est devenue en fait l'école des futurs gouvernants de la République. Et qu'on nous a longtemps envié, hein. Et qu'on nous envie à juste titre. Ce sont des gens de très très haute qualité. Et cette culture de l'énarchie, c'est-à-dire de l'élitisme républicain mesuré à la longueur de la peau d'âne, est entrée en résonance avec ce qu'évoquait Cynthia Fleury, c'est-à-dire une conception très française de l'intérêt général. Autrefois, on disait le bien commun. Ouais. Chez les anglo-saxons, l'État est un arbitre entre des intérêts particuliers qui sont considérés comme légitimes. Il tranche. En France, il y a toujours l'idée, ça remonte à l'idée révolutionnaire de la vertu, qui puise moins dans l'histoire, y compris dans la philosophie grecque, que les intérêts particuliers sont par nature frappés d'illégitimité. Et que donc il faut que quelque chose s'extrait au-dessus de la masse. Cette chose, c'est l'État en majesté, rayonnant, qui lui sait. Et le savoir de l'État est entré en résonance avec le pouvoir de l'énarchie pour créer cette relation très particulière que les Français entretiennent à l'État, qui est un mélange de vénération et d'exécration. De même façon que ce pays monarchiste a coupé la tête du roi, il balance en permanence entre la vénération et l'exécration d'un pouvoir dont il attend beaucoup et dont il est toujours déçu. Ça veut dire, Claude Veil, que chez nous, le pouvoir décide plus qu'il n'arbitre ? Il décide, il est supposé décider. Et que nous formons par ailleurs des administrateurs qui ne sont pas forcément des dirigeants. Il décide absolument, mais dans un champ de contestation qui tient à s'exprimer aussi. Ce n'est pas une délégation simple. On ne dit pas à l'État de décider à notre place. On entend avoir son mot à dire jusqu'au bout. Je voudrais juste faire un détour par le vocabulaire qui me paraît passionnant. Oui. En France, vous l'avez employé le mot, on appelle ça le pouvoir. C'est une chose incompréhensible dans les autres démocraties. Aux États-Unis, quand vous dites power, ça veut dire le gaz et l'électricité. Ça veut dire l'énergie qui fait tourner le moteur. Oui. En Espagne, poder, c'est l'apanage de Dieu. Il n'y a que Dieu qui a du pouvoir. En France, on confond l'administration et le pouvoir. Voilà une vision quasi jupitérienne du rôle de l'État central. Ça veut dire qu'on attend trop de lui ? J'en suis convaincu. D'où le cycle vénération-détestation dans lequel nous sommes entrés depuis, en gros, 81 et même au-delà. J'ai eu la curiosité de regarder aujourd'hui dans le dernier baromètre Figaro Magazine qui vient de sortir, la cote de popularité de François Hollande. Alors évidemment, elle est basse, mais elle est rigoureusement parallèle à celle de tous ses prédécesseurs. Tous ont perdu 20 points dans les 9 premiers mois. C'est-à-dire que tous sont arrivés auréolés du prestige, de l'onction du suffrage universel et de l'espoir de la page blanche, l'ardoise magique des gosses. Vous savez, tous les 5 ans, on efface l'ardoise et on va pouvoir écrire autre chose à la place. Un palimpseste démocratique. Et puis, au bout de quelques mois, on dit, finalement, ça n'a pas tellement changé. Encore un qui s'est payé notre tête. On guillotine en douceur. Moi, je trouve qu'on a perdu dans notre pays ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons le leadership. Qu'est-ce que c'est le leadership? C'est vous vous adressez à un pays qui est à cet endroit X de cette histoire et qui doit aller là. Alors, il ne faut pas tout de suite lui dire d'aller là, mais il faut lui dire, bon, petit à petit, les étapes, comment on va vous conduire là, etc. Nous, avec cette culture de l'État qui sait tout et cet exercice quand même solitaire du pouvoir. Moi, je reste quand même sur le livre qu'a écrit François Mitterrand sur la Ve République. C'est un exercice quand même solitaire du pouvoir. On le voit très bien. La Matignon est tout le temps circuitée par l'Élysée qui décide de se servir de tel dossier, de tel sujet, etc. Donc, un exercice solitaire du pouvoir de manière assez étatique, colbertiste, imposé d'en haut, et pas du tout ce leadership qui consiste à expliquer et conduire les gens vers une direction. Et parce que je pense que dans l'exercice du pouvoir,
Il y a effectivement les compétences économiques, scientifiques, etc. Mais il y a aussi la dimension psychologique et historique. Et elle ne s'exerce pas souvent dans notre pays. Je trouve que la psychologie... Souvenez-vous d'Alain Juppé, qui était sans doute quelqu'un d'extrêmement brillant, qui était le meilleur d'entre nous, comme disait Jacques Chirac, et qui a fait, il a fait en sorte que toutes ces réformes aboutissent nulle part et qu'il y ait une dissolution qui fasse perdre le pouvoir à la droite. Donc on peut avoir des gens extrêmement intelligents dans notre système de méritocratie républicaine, mais des gens qui ne savent pas exercer le pouvoir parce que je pense qu'il manque des dimensions dans la formation de nos élites et que le système qu'on a est beaucoup trop solitaire. Les démocraties parlementaires, ça diffuse quand même du collectif. Alors, premier reportage de cette émission, il manifestait hier devant le ministère du Travail, Sanofi, Peugeot, Virgin ou encore Goodyear. Tous ces salariés venus rappeler au gouvernement les promesses électorales de François Hollande. Tous réclament notamment l'interdiction des licenciements boursiers, une déception à l'image des espoirs soulevés pendant la campagne et confirmée par le ministère du redressement productif, confié à Arnaud Montebourg. Question, faute de pouvoir interdire les licenciements, faut-il interdire les promesses électorales? Reportage d'Elisa Coudray et Stéphane Lopez. Salariés menacés, salariés en colère. Qu'ils travaillent pour Peugeot, Virgin, Coca-Cola ou Sanofi, qu'importe, aujourd'hui, tous ont un point commun, la crainte de perdre leur emploi. Hier après-midi, 500 d'entre eux manifestaient devant le ministère du Travail pour réclamer l'interdiction des licenciements boursiers, une des promesses du candidat Hollande. Le cas de Sanofi, qui est le cas d'école, puisque c'est une entreprise qui fait 9 milliards de bénéfices et qui quand même supprime des emplois, c'est honteux. Mais en fin de compte, on s'aperçoit que c'est partout pareil. De toute façon, on reviendra le temps qu'il faudra, mais certainement plus dans les mêmes conditions. On sera certainement plus dans des conditions de dialogue, mais d'affrontement. Il y a beaucoup de consternation parce que les gens ne s'attendaient pas à ce que ça continue. C'est-à-dire qu'après l'élection présidentielle, et une fois qu'on avait battu celui qui était présenté comme l'incarnation de cette politique, et bien que la même orientation continue. Consternation, désillusion. Fini la lune de miel entre François Hollande et son électorat de gauche. L'histoire, pourtant, avait bien débuté. C'était il y a tout juste un an. En pleine campagne électorale, le candidat socialiste multiplie les déplacements. Fralib, Goodyear, ArcelorMittal. Sauvez-nous! On est là pour ça. À chaque fois, Hollande se présente en sauveur d'une industrie à l'agonie. Et à chaque fois, le futur président suscite beaucoup d'espoir. Je viens donc devant vous prendre des engagements avec toute la responsabilité nécessaire. Je ne veux pas, moi, me retrouver dans la situation d'être élu un jour sur une promesse et ensuite ne pas revenir parce qu'elle n'aurait pas été tenue. Les salariés y croient. D'autant plus qu'au début du quinquennat, Arnaud Montebourg monte au créneau. Dossier emblématique s'il en est, le cas Florange. Le problème des hauts fourneaux de Florange, ce n'est pas les hauts fourneaux de Florange qui seraient mauvais. C'est le problème de Mittal qui a décidé de se débarrasser à très mauvais compte de Florange. Offensif, il parlera même de nationalisation. Alors le changement, c'est maintenant? Pas vraiment. Car très vite, Jean-Marc Ayrault désavoue son ministre. La nationalisation, c'est-à-dire l'expropriation par nécessité publique, peut certes être nécessaire dans des circonstances historiques particulières ou pour sauvegarder des intérêts supérieurs de la nation. Mais elle n'est pas efficace face à un problème de débouché pour une entreprise ou face à un problème de compétitivité. On voit bien que voilà, donc, Madame Parizeau a gagné. Voilà. Nous avons le sentiment d'avoir été trahis. Douche froide. Une fois encore, l'exercice du pouvoir met à mal les promesses de campagne. Et pas seulement dans le domaine industriel. Balayer l'engagement de ne pas augmenter la TVA, oublier la volonté de renégocier le traité européen. Autre exemple, le nucléaire. Après avoir promis la transition énergétique, le gouvernement a lancé hier un fonds de modernisation des entreprises de la filière.
Nous construisons, pierre après pierre, une équipe de France du nucléaire à l'exportation, mais aussi sur la recherche-développement, sur la formation, sur les projets de recrutement. Je constate qu'il y a un énorme décalage, pour ne pas dire une contradiction, qui me choque entre les engagements du gouvernement sur la transition énergétique et donc la sortie finalement progressive du nucléaire et le développement des énergies renouvelables. J'aurais préféré que l'on installe un fonds de soutien aux énergies alternatives. Ce n'est pas le cas. On a préféré d'ailleurs sur l'ancien gouvernement casser la filière solaire et affaiblir la filière éolienne. Que M. Montebourg continue comme ça et les écologistes ne resteront pas longtemps à ses côtés. D'ajustement en renoncement, François Hollande et son gouvernement pourraient bien définitivement perdre le soutien de leurs derniers alliés. On a une question très intéressante de quelqu'un qui a compris l'émission. Si les promesses font une élection, font-elles aussi un programme? Alors, réponse, Christian. Oui, les promesses font un programme. Oui. Nous n'avons pas en France le mandat impératif, c'est-à-dire que l'élu n'est pas obligé d'appliquer à la lettre la liste des propositions que les électeurs ont validées. Il y a derrière la souplesse démocratique, le libre arbitre et la possibilité pour le pouvoir de changer de ligne. Un exemple tout simple, Nicolas Sarkozy n'avait pas été élu pour réformer les retraites. En 2009, il a considéré qu'il fallait faire une réforme des retraites puissante, rapide, et ça a donné une contestation dans la rue, puisqu'il n'avait pas pu avoir lieu, elle n'avait pas pu être arbitrée dans les urnes. Il y a donc une adéquation entre promesses et programme, mais après, derrière, il y a le réalisme. Il y a le réalisme d'une application qu'on peut moduler. Par exemple, le pouvoir actuel, sur le doublement des livrets A de caisse d'épargne, a fait une montée graduée. Il n'a pas doublé du jour au lendemain. On voit bien comment, sur le mariage pour tous, la PMA a essayé d'être rajoutée par les députés socialistes, représentants de la nation, et avant d'être retirée par le gouvernement, en échange d'une promesse de loi. Bref, il y a de la souplesse. Dans l'exemple qu'on a vu d'Arnaud Montebourg et de Delphine Batho, oui, il y a la réaffirmation de la filière nucléaire par les plus nucléarophiles de cette équipe gouvernementale, et notamment Arnaud Montebourg, mais dans le programme, outre les 100 000 emplois d'ici 2020, il y a toute la filière démantèlement des vieilles centrales qui est prévue. Donc ça, c'est un gage donné à la partie plus environnementale. Donc en permanence, il y a le chaud et le froid, et ça s'appelle tout simplement la politique. Et la politique, c'est quoi? C'est du compromis. Et je pense que dans le compromis, on retrouve des racines lexicologiques de promesses ou de programmes. Alors, et si on nous arrêtait juste sur l'aspect, on va dire, économique, lié notamment au monde industriel. Évidemment qu'il y avait une écoute au candidat Hollande lorsqu'il allait visiter les usines qui est extrêmement importante. Et vous avez réagi comme moi à cet ouvrier qui, lors d'une des visites du candidat, lui dit « Monsieur Hollande, sauvez-nous ». Sauvez-nous. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait le candidat? Le roi sauve, il guérissait les écrouelles, Dieu sauve, Jésus sauve. Et le pouvoir en France est supposé avoir tout pouvoir, est supposé être capable de transfigurer le réel. La difficulté démocratique est là, et ça n'est pas une donnée tout à fait nouvelle, c'est un des sujets principaux de Platon. C'est est-ce qu'on peut se faire élire sans être démagogue. La difficulté est que on ne peut pas tuer l'utopie. Dans une démocratie moderne, il est indispensable que les gens aient l'impression et la conscience d'être maîtres de leur destin et que les choses sont possibles. Il n'y aurait rien de pire que de dire au peuple, vous allez voter, mais vous fatiguez pas trop, il ne changera pas grand-chose, et de toute façon, les gens que vous allez élire n'auront que peu de marge de manœuvre. Et ça, c'est la désespérance démocratique, et ça finit toujours mal. Mais l'autre versant de ce pacte démocratique, c'est l'illusionnisme. Et c'est vrai que tous nos hommes politiques sont peu ou prou des illusionnistes, parce que je crois qu'eux-mêmes sont pris, même s'ils n'en sont pas conscients, dans une espèce d'ébriété démocratique. Si j'étais président, on est tous comme ça, si j'étais président, moi président de la République, je vous assure que la France serait parfaitement heureuse, il n'y aurait plus de chômeurs, il y aurait plus... Mais après on se heurte au réel, pourquoi? Parce que la circonscription des candidats à la présidence de la République, c'est la France. Le domaine d'exercice de leurs compétences, c'est la France. Mais la France n'a qu'une des clés de la combinaison du coffre. La France, elle est dans un environnement international, avec des frontières semi-ouvertes, dans une Europe qui dicte sa volonté. Les 26 autres, souvent, pèsent plus que nous dans les compromis européens. Le pouvoir étatique a été miné, grignoté par en dessous par la décentralisation, grignoté par les côtés par les institutions indépendantes et démocratiques comme le CSA, le Conseil constitutionnel, etc., grignoté par au-dessus par la mondialisation, etc., qui fait que le président de la République, son gouvernement, sa majorité, semi-automatique, on est d'accord,
il est libre, oui, mais libre dans un système précontrait où en réalité beaucoup de données de l'équation lui échappent. Sauf que notre coffre est de mais il ne peut plus pas en... le dire. Sauf que notre coffre est de plus en plus petit, pour reprendre votre image, et que notre clé est elle aussi de plus en plus petite. Oui, mais quand on voit l'économie, finalement, une grande partie de notre production est vendue en France ou en Europe. L'extérieur joue à la marge. Et dans la compétition, il y a des petits pays qui s'en sortent très bien. Je refuse cette idée que finalement l'État est devenu impotent. Mais simplement, ce qui manque effectivement dans notre pays, c'est un espèce de consensus sur dans quel type de société économique on vit. Je veux dire, si on avait entendu la gauche un peu plus allante sur la réforme des retraites, on l'a entendu, bon, quand on comprenait bien la chose, c'était juste 60 ans pour ceux qui avaient commencé à 18 ans. Mais la petite musique générale, c'était la gauche est contre la réforme des retraites. La gauche est contre la TVA sociale. La gauche est contre la politique du logement. Il faut que ce soit du logement public et pas du logement privé, etc. Bon. Au lieu de vraiment se contenter de dire voilà, ça c'est efficace, ça c'est pas efficace, nous on veut plus les niches fiscales. Par exemple, un des éléments qui a très bien marché dans la campagne de François Hollande, c'est la justice. C'est vrai qu'il a apporté beaucoup plus de justice, peut-être un peu trop d'ailleurs en termes de je prends riche, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était demandé par le pays. Oui. Il y avait le sentiment que vraiment il y avait un tout petit nombre qui s'enrichissait au détriment de tous les autres. Bon, je pense qu'on peut faire des promesses. La seule question, et ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est le temps. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus l'État qui dit je nationalise, je crée ça, je fais une ville nouvelle, je fais une autoroute, je relance ça. C'est de lancer des petits ingrédients. Par exemple, le contrat qui a été passé entre le patronat et les syndicats, c'est une énorme avancée. C'est quelque chose d'infiniment important. Mais simplement, ça ne va pas créer des emplois demain. Ça va peut-être simplement lever des anxiétés qu'ont les chefs d'entreprise à embaucher. On voit bien aussi qu'est-ce qui se passe là pour Goodyear. Une entreprise étrangère, elle provisionne 2 ans de salaire quand elle embauche quelqu'un parce qu'elle se dit si je dois licencier, il va y avoir des procédures, etc. Donc cet accord qui a été passé entre le patronat et les syndicats est très important. Mais simplement, on ne peut pas dire ah l'État, vous voyez, c'est fort, je l'ai fait. Le temps est très long. On en verra les conséquences et on ne pourra jamais dire c'est l'État, c'est grâce à l'État. Donc il va falloir quand même que dans ce pays, on développe un consensus sur le mode de fonctionnement. Et il y a quand même des leviers. Il y a des leviers. On voit bien qu'il y a des pays qui vont plus ou moins bien. On ne peut pas faire des miracles et créer des emplois comme ça et d'évaluer comme on l'a fait à une certaine époque. Mais il y a quand même des outils. Il ne faut pas laisser croire que les hommes politiques n'ont pas d'outils. Ce n'est pas vrai. Cynthia Fleury, il y a quelques instants, Claude Veil nous disait mais la réalité ne peut pas tuer l'utopie. Alors on a envie de vous dire oui, mais l'utopie a besoin aussi de tenir compte de la réalité. Donc c'est peut-être pas très simple tout ça. Tout à fait, mais alors effectivement, le fait que l'utopie soit une idée régulatrice, on va dire, c'est tout à fait vrai. Je veux revenir juste sur la question du salut, parce que on s'est mis, je dois dire, une conception de la République en France très lourde. D'abord, effectivement, on a sécularisé le salut, en gros, l'État à la place de Dieu ou à la place du roi, et bon, déjà, ça c'est lourd. Ensuite, on a fait de la démocratie, on a fait une nouvelle providence. Bon, et qui d'ailleurs atterrit dans l'État-providence. Et dernière chose, je pensais à ça parce que c'était le terme de promesse, discours de Robespierre, la République ou la Révolution doit tenir les promesses de la philosophie. Bon, c'est quand même nos pionniers. Donc c'est pas, je veux dire par là que c'est quand même assez dur. Là-dessus, vous rajoutez un fétichisme de l'État qui est quand même assez fort, et c'est vrai. Et en plus, là-dessus, vous rajoutez, là, c'est l'ambivalence, une crise de l'autorité. Donc, à la fois, je veux de l'État, mais dès qu'il dit quelque chose, comme dit Tocqueville, j'ai plus envie d'avancer parce que l'État est autoritaire et je n'entends plus me mener ainsi. Donc, tout d'un coup, il y a une ambivalence. Et deuxième point, pareil Tocqueville, condition de l'égalitarisation. Égalitarisation des conditions qui fait que de tous, il y a une montée en légitimité de tous et que le grand garant, l'État, de toute façon, ne peut plus. Il doit être, au contraire, celui qui organise l'émergence des différents intérêts autour de lui et qui va être une puissance de négociation et pas une puissance de souveraineté. Parce que qui dit négociation dit quand même de la souveraineté composée. C'est pas vraiment de la souveraineté. Bon, donc ça c'est très nouveau pour nous. On en fait, c'est un nouveau tropisme pour, je dirais, pour la France. Donc c'est pas, c'est à la fois encore une fois passionnant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de résistance de la part des citoyens par rapport à ça. Christophe Barbier. Il y a un cobaye très intéressant pour illustrer ça. Il s'appelle François Hollande. Ah.
François Hollande, il est à la fois dans le système ancien, l'énarchie, la technocratie, puisqu'il place tous ses amis de la promotion Voltaire où il peut dans les rouages pour avoir des relais à lui. Il est dans l'invention quand même, à travers sa social-démocratie repensée, de la recherche du consensus et l'accord en effet patronat-syndicat. C'est quand même l'illustration que Hollande donne aux partenaires sociaux, les manettes que Sarkozy leur refusait. Sarkozy passait par-dessus. Et puis il y a chez lui la recherche d'un président normal, c'est-à-dire d'un président qui ne fait plus le salut des gens, parce qu'on mélange les mots, on entend sauver, on pense salut. Et alors qu'en fait, les gens, ils veulent surtout le sauvetage, c'est-à-dire ne pas mourir de faim et avoir un boulot. Et Hollande essaye de les ramener dans l'âge réel, dans l'âge du pragmatisme à travers cette social-démocratie et cette présidence normale. Pour l'instant, ça marche pas. Au sens, ça n'a pas de résultat. La crise est toujours là, il y a toujours plus de chômeurs. Si, à la fin de l'année, ça baisse et que dans les 2 ans qui viennent, on sort de la crise, là, il arrivera peut-être à poser les bases d'une nouvelle manière de faire de la République, de faire de la démocratie, et il sera quand même un des hommes qui auront fait entrer ce pays dans le XXIe siècle. Il y a un problème de rapport au temps, quand même, à la durée. Oui, parce que le quinquennat n'est pas un temps long. Or, comme le disait Guylaine, il faut un temps long pour beaucoup de choses. Le quinquennat est très adapté à la voracité démocratique, changer très vite, très adapté au temps médiatique, mais adapté au temps présidentiel, soit hérité de la monarchie quand on avait le pouvoir divin, soit nécessaire parce qu'il faut négocier pendant longtemps, ça c'est moins évident. Donc la plupart des présidents raisonnent sur 10 ans. Oui. Simplement au milieu, ils peuvent tout perdre. Donc là, c'est un peu compliqué. Non, mais juste, il y a effectivement un problème de temporalité, il y a un problème d'espace. On l'a dit tout à l'heure sur la question de l'État-nation, qui n'est plus aujourd'hui le plus grand arbitre possible pour faire jouer les droits des individus. Il y a l'Europe et le monde aussi. Il y a l'Europe et le monde, mais ça veut dire, non pas qu'on abandonne la politique, ça veut dire qu'on redéfinit le politique. C'est surtout ça. Donc aujourd'hui, organisons l'Europe-nation, mais organisons aussi de plus en plus une présence de l'international dans le jeu national, beaucoup plus forte. Je voulais juste dire une anecdote sur parce que je crois quand même que sur cette présidence normale, il y a quand même eu un contresens. Je pense que quand Hollande, alors contresens qui a été sans doute ensuite utilisé par Hollande, mais je crois que quand Hollande a parlé de présidence normale, il s'agissait précisément de dire « je veux une présidence qui renoue avec la capacité symbolique du chef de l'État qui a été mise à mal par ». Donc on n'était pas du tout dans une présidence normale et d'évaluer. Et puis on l'a entendu différemment. C'est-à-dire, présidence normale sous-entendu, je serai un président exceptionnel, comme tous les présidents doivent l'être. Donc, présidence normale. Et ça a été entendu différemment, comme je serai, parce que je ne sais pas, sans doute, sa manière badine de dire les choses, on va dire, mais qui fait que tout d'un coup, la chose s'est retournée, c'est assez drôle. Guylaine Ottenemer, et on découvre le deuxième reportage de l'émission. Oui, je voulais dire aussi, on est en train de faire la critique de nos systèmes de gouvernance, mais c'est vrai qu'on est dans une période incroyablement compliqué. On parlait de l'expertise des économistes ou des scientifiques par rapport aux politiques. Je voudrais juste donner un exemple. Olivier Blanchard, professeur à Harvard, conseiller de Madame Lagarde au FMI, qui était vraiment une icône. Donc il préconisait l'austérité, puis après il dit non, l'austérité, on s'est trompé dans les paramètres, finalement c'est trop. Et moi je peux vous donner 10 exemples sur des sujets majeurs, comme l'impact de la TVA sociale, comme la mesure, les dernières mesures prises pour la compétitivité emploi, ça. Il y a des savoirs des deux côtés, d'ailleurs, et même dans chaque camp, personne n'est d'accord. On vit une période qui est beaucoup plus compliquée que la période de reconstruction d'après-guerre, où après tout, même si c'était compliqué de dire on continue le nucléaire, ou on fait des TGV, etc., mais on était parti sur des choses relativement simples, avec un État avec un pays qui était quand même tout à plat, donc les gens achetaient, etc. On est aujourd'hui sur des économies beaucoup plus... En pensant à 30 ans avec Alfred Sauvy. Voilà. Là, on est dans des choses beaucoup plus compliqué où un produit... Ce que les hommes politiques français n'acceptent pas et que les anglo-saxons acceptent, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui sera Google, qui sera Apple. On ne sait pas. Simplement, il faut créer un terrain favorable à. Alors, comment on crée le terrain favorable à? C'est là où il y a à la fois de l'économie, de la philosophie, du psychologique. Et l'État reste... Et les Français leur demandent d'ailleurs, il faut que vous fassiez, il faut que vous investissiez, il faut que vous empêchiez. Mais c'est pas comme ça. Il faut simplement créer ces fameux pôles de compétitivité. Il faut bouleverser les systèmes de recherche et d'écoles et d'universités. Donc c'est des choses qui sont à très long terme et qui effectivement sont complètement en contradiction avec la façon dont on a fait fonctionner notre État pendant par exemple les 30 Glorieuses. Le fonds interdisciplinaire du leadership. Quoi. Oui, Claude Veil. Je crois que l'État a tout de même un problème d'efficacité, je dirais même un problème d'ingénierie.
créditons les hommes politiques de bonne volonté. S'ils pouvaient éliminer le chômage ou la pauvreté, je vous assure qu'ils le feraient parce qu'ils s'assuraient leur réélection pour des générations. En revanche, quand vous lisez année après année les rapports de la Cour des comptes, vous voyez très bien comment les politiques publiques deviennent progressivement de moins en moins efficaces. Nous consacrons énormément d'argent au logement social et ça marche assez mal. Nous avons toujours autant ou beaucoup trop de mal logés. Nous consacrons énormément d'argent à la formation professionnelle. Elle profite très peu à ceux à qui elle est théoriquement le plus destinée, c'est-à-dire les gens qui sont entrés dans la carrière avec une formation insuffisante, etc. La machinerie d'État a un rendement décroissant, que dénonce régulièrement la Cour des comptes. Peut-être qu'il faudrait... Sarkozy avait parlé de délégiférer. Peut-être qu'il y a des domaines où il faudrait éliminer les peaux mortes pour refaire du neuf, recréer de l'élan. Alors justement, la parole maintenant à Alain Minc, un homme de l'ombre, dans la lumière des caméras et de la presse. Il conseille de nombreux chefs d'entreprise, mais aussi certains de nos responsables politiques, dont le président Sarkozy. Alors les hommes et les femmes politiques français sont-ils à même d'affronter notamment des crises mondialisées comme celle que nous connaissons? Voici la réponse d'Alain Minc à Lise Barcellini et Grégory Roudier. D'abord, quand on dit classe politique, il faut dire classe politique internationale, car la crise est internationale. Eh bien, la classe politique l'a montré, car si elle n'avait pas pris les bonnes décisions en 2008, nous aurions connu une crise au moins aussi grave que dans les années 30. Alors la classe politique, c'est à la fois les dirigeants issus de gouvernements légitimes, ce sont les patrons des banques centrales qui participent aux élites qui décident, et ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour éviter un drame qui nous aurait ramenés à l'abîme. Et je crois qu'on ne leur donne pas assez un satisfecit, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, pour les gestes qui sont l'inverse de ce qu'on avait fait en 1930. En France, est-ce que le gouvernement actuel prend les bonnes décisions pour faire face à cette crise? Je trouve que le gouvernement actuel a un seul problème, c'est qu'il n'a pas compris qu'il y a 3 facteurs de production en économie, le capital, le travail, ça il le sait, et la confiance. Et je pense que ces premières mesures ont endommagé la confiance et que ceci aboutira au fait que quand la croissance mondiale reviendra, et elle va revenir, le bateau France est dans une position où il prendra le vent, certes, mais où il le prendra moins que les autres. Concrètement, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Non, mais je pense que les mesures fiscales... Il y a 2 choses. À court terme, je pense que la confiance a été perdue par l'espèce d'acharnement fiscal excessif. Il fallait augmenter les impôts sur les classes aisées, mais pas comme ça. Je vous en donne un simple exemple. Quand François Mitterrand crée l'impôt sur les grandes fortunes, le taux est de 1,6 et les taux d'intérêt sont de 16. Donc il prend 10% de l'enrichissement du capital. Il aurait pu en prendre 40. Quand aujourd'hui le gouvernement met le taux sur les grandes fortunes à 1,5 et les taux d'intérêt sont à 0, il oblige ce qui est une hérésie économique à vendre du capital pour payer l'impôt. Donc il y a eu toute une série d'erreurs de ce type. Je crois qu'en revanche, le pacte de compétitivité est pas mal. Il efface les 20 milliards d'augmentation d'impôts, pas plus. L'accord qui a été fait entre les partenaires sociaux est un progrès. Et puis, dos au mur, le gouvernement sera obligé d'attaquer les méfaits de certains des mécanismes d'assurance chômage, dont les intermittents du spectacle. Donc, concrètement, vous, qu'est-ce que vous préconisez? Ça, je peux vous dire, c'est très simple en théorie ce qu'il faut faire. Après, c'est la pratique. Il faut allonger à nouveau l'âge de la retraite, plutôt que de réduire ou de bloquer les pensions. Je pense qu'il faut de beaucoup mieux allonger l'âge de la retraite. Il faut réduire l'indemnisation au titre du chômage des cadres supérieurs. Il faut mettre fin au régime des intermittents du spectacle. Et il faut n'embaucher sous le statut de la fonction publique que pour les fonctions régaliennes. Et comme M. Bersani, à l'époque ministre de M. Prodi, ancien communiste et probable Premier ministre italien, l'avait fait en Italie, embauché pour les autres postes de la fonction publique sous le régime contractuel. Alors tout ça est évidemment très difficile à faire, mais ce sera fait sous la contrainte des faits. Vous savez, les marchés nous guettent, ils veillent, ils sont au balcon, ils nous regardent, et le gouvernement le sait. Est-ce que la droite ferait mieux en ce moment? La droite aurait mieux fait sur le plan fiscal. Je pense qu'en revanche, elle n'aurait pas eu l'accord entre les syndicats et le patronat que ce gouvernement a eu en jouant de son côté social-démocrate. Il vaut mieux le gouvernement de gauche pour les relations sociales et le gouvernement de droite pour la fiscalité.
Comme ça, on sera fâché avec personne. Ouais. Alors, il dit une chose importante dans sa première intervention, la main qui dit, même si c'est une sorte de plaidoyer pro domo pour l'homme qui l'accompagnait au pouvoir à ce moment-là, en l'occurrence, en tout cas qu'il conseille à Nicolas Sarkozy, il dit, sans les responsables politiques, finalement, toutes couleurs confondues, européens et internationaux, qui étaient aux manettes, on n'aurait pas affronté, et en tout cas assumé ou maîtrisé la crise qu'on a connue en 2008. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Claude Veil? Oui, globalement, la tempête qui a commencé à Lehman Brothers a été plutôt bien gérée par les institutions internationales et les gouvernements, et on a évité le grand crash. On a été probablement plus proche du grand crash que les gens ne l'ont senti, même, je crois, oui. Oui, sans nul doute, par rapport à la crise de 29-30-31, les réflexes des gouvernants des pays ont été meilleurs cette fois-ci que ce n'avait été à l'époque où on avait plongé dans la déflation et plongé dans l'isolationnisme en fait de tous ces pays. Il y a eu moins d'égoïsme. Est-ce que c'est dû à la qualité des gouvernants ou est-ce que c'est dû à la mondialisation de l'information qui a fait qu'à la fois ça a mieux circulé les informations, l'intellect a mieux fonctionné, plus de prévisions, on voyait mieux, le brouillard était moins épais et surtout avec l'information, les opinions étaient plus pressantes. Et de ce côté-là, les gouvernants ne pouvaient pas agir dans leur coin. Mais c'est vrai que le système bancaire a sans doute été sauvé par quelques individus qui ont bien agi. On peut espérer que l'information circulant, l'intellect aille plus vite lui aussi, hein, Cynthia Fleury. C'est vrai qu'effectivement, on parlait de cet État qui pourrait retrouver du pouvoir. Il y a une manière pour qu'il retrouve du pouvoir, c'est effectivement que les citoyens soient informés et fassent leur travail de pression. Je donne simplement un exemple sur, en ce moment, une loi sur la séparation des activités bancaires. Il y avait une audition ce matin ou cet après-midi, je ne sais plus, je crois même que c'est Challenge qui racontait l'histoire. Et les directeurs généraux de la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole étaient auditionnés. Et bien évidemment, il y a eu un émoi considérable lorsqu'ils ont dit quelle part d'activité, quel pourcentage de leur activité la loi allait toucher. Ça a été dit joliment, 5% de 15%. Je ne suis pas une grande mathématicienne, mais ça fait 0,75. Bon, 0,75, on se dit, bon, que vaut la nécessité de faire une loi qui ne va absolument rien changer de 99% des activités bancaires. Or, on sait que de la même façon qu'il y avait eu un désir très très fort sur la probité publique, sur l'équité sociale, etc., sur un réajustement de la fiscalité, il y avait également une attente très très forte sur la question de la séparation bancaire, des activités bancaires, puisque derrière, c'est la question de la régulation de la finance. Or, on voit bien que plouf. Bon, mais on voit que, soudainement, des outils, entre guillemets, citoyens de la régulation sont en train d'émerger. Vous avez les travaux de Favreau sur une redéfinition de la propriété, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Vous avez les travaux de Gaël Giraud, vous avez les travaux du collectif Roosevelt, vous avez les travaux des économistes atterrés, vous avez et tout d'un coup, qui commencent à pénétrer de manière intelligente sur le net, qui viennent compenser notre faille, en tout cas la mienne, de culture économique et m'expliquer, entre guillemets, la vérité du caractère non efficace de cette loi. Donc en faisant ça, on peut redonner du pouvoir à l'État parce que d'une certaine manière, l'État, sous la pression de ses citoyens, fait revaloir sa souveraineté. Alors j'ai pas appris ma question SMS qui était la suivante, Claude Veil. Les hommes politiques ne se sont-ils pas piégés eux-mêmes en voulant s'occuper de tout ? La France se caractérise par le périmètre extrêmement large de l'intervention d'État. Ça correspond, je crois, à un souhait des citoyens. Il y a des fondamentaux de la culture nationale. Je me souviens de cette étude qui avait été faite par un sociologue américain. Je vais essayer de vous la raconter très brièvement. Il avait fait une étude dans les années 60 auprès de jeunes Américains et de jeunes Français. On s'embête dans votre quartier, il n'y a rien, il n'y a aucune activité sociale ou culturelle. Qu'est-ce que vous faites ? Et les jeunes Français, les jeunes Américains disaient on récupère des vieux journaux, des bouteilles, on organise un goûter, un pique-nique, on récupère de l'argent et avec tout ça, etc. On va tendre les pelouses. Et les Français, les petits Français, disons, on fait une manif devant la mairie. Voilà. C'est vrai que la France est une société verticale où il y a dans le citoyen, il y a toujours quelque chose du sujet d'Ancien Régime dans le citoyen moderne. Mais en même temps, ça n'empêche pas l'économie française de déployer, d'avoir des entrepreneurs. Il y a une grande culture entrepreneuriale française. Il y a même une histoire entrepreneuriale française. Ce sur quoi il faudrait s'interroger davantage, c'est pourquoi ça s'est cassé depuis quelques années. Pourquoi la France, aujourd'hui, est le pays le plus anticapitaliste du monde, le pays où le profit, la classe dirigeante en général, question de la confiance, politique et économique est aussi profondément rejetée parce qu'il y a le sentiment profond que des grandes promesses n'ont pas été tenues, la promesse européenne, la promesse de la société post-industrielle, la promesse du progrès perpétuel. Enfin, la France est un pays indexé sur l'idée de...
Est-ce que ça va être une division droite-gauche? Parce que tous les petits Français, et c'est très bien, ont lu Germinal, et heureusement qu'ils sont touchés par cette histoire, et en même temps, ce qui est alors, très bien, et donc il y a une idéalisation et un respect du prolétariat, si ce mot a encore un sens, moi je crois qu'il l'a encore, et en même temps, ce qui est en effet assez stupéfiant, c'est au bout du compte le manque de respect pour ceux qui créent aussi des richesses et qui sont nos entreprises. J'ajoute une profonde défiance envers le discours économique qui est souvent perçu comme le discours des dominants entre eux pour justifier leur domination. Il y a un économiste qui s'appelle Ali Laïdi, a une phrase géniale, il a dit « En France, lorsqu'on raisonne économiquement, on est soupçonné de conspirer socialement. Oui. » Et je trouve ça très très juste. C'est vrai que la France n'a pas de véritable culture économique. Michel Rocard était souvent très éloquent là-dessus. Et c'est pour ça que la France, qui est une création politique, en France, la nation a été inventée par l'État, par volonté royale, c'est une création purement politique. La France a du mal à se projeter dans un monde aujourd'hui où la règle du jeu, que ça nous plaise ou non, est majoritairement économique. Guylaine Hôtel-des-Mers. Vous demandiez si c'est droite-gauche. Comme tu le disais tout à l'heure, on est un pays hegelien, c'est-à-dire que le système doit tout organiser, ça c'est droite-gauche confondue. Mais c'est vrai que quand même la gauche a, de mon point de vue, une responsabilité. Je me souviens pendant la campagne électorale, un voyage avec Martine Aubry, il y avait Pierre Jox qui était dans le train, on discute avec lui et je lui dis mais pourquoi est-ce que vous ne dites rien de la baisse de la dépense? Il y a un moment on ne va pas pouvoir rester avec cette dette, comment vous faites, etc. Ah, vous êtes Challenge, alors évidemment, pensée conservatrice de droite, voilà. Alors que quand même, on a une responsabilité vis-à-vis des générations suivantes, etc., sans être économiste de droite ou de gauche. Je veux dire, c'est le bon sens. Ensuite, sur l'État s'occupe de tout. On n'arrête pas de dire qu'il y a trop de ministres, des sous-ministres, des super-ministres. Je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, il y a un philosophe que j'aime beaucoup à Harvard qui avait écrit un bouquin qui s'appelle État, Utopie, Anarchie. Et il avait fait une réflexion pour dire, bon, finalement, qu'est-ce qui est le cœur de la responsabilité de l'État? Bon, c'est vrai que l'armée, on ne peut pas faire autre chose, la justice, on ne peut pas faire autre chose. Mais après, vous êtes gros, moche et stupide, et vous êtes petite, belle et intelligente. Qu'est-ce que je fais pour remettre de l'égalité? Jusqu'où je vais pour aider la personne moche, grosse et stupide, mais sans piquer les possibilités de la personne jolie. Donc c'était une réflexion vraiment philosophique sur comment est-ce qu'on empiète sur la liberté, etc. Le livre est arrivé en France. Ouh là là, quel méchant livre! Il prône l'État minimum. Bon, c'était justement un philosophe de gauche de Harvard. Bon, c'est tout. La France, on peut même pas commencer à réfléchir. Qu'est-ce que l'État doit faire? Qu'est-ce que le privé fait mieux? Est-ce que finalement, oui, pour le logement social, est-ce que c'est pas mieux de laisser faire le marché en favorisant l'investissement là-dedans plutôt que d'avoir ces logements sociaux qu'on n'arrive pas à gérer? Et voilà, on est dans cette vieille croyance que l'État fait mieux que les intérêts privés. Alors, je vous interrogeais tout à l'heure sur le temps et sur la durée du quinquennat. Est-ce que la droite continue de démonter ce qu'a fait la gauche de démonter ce qu'a fait la droite, et du coup, ce qui pourrait améliorer la situation d'un pays devient à un moment caricatural? Oui ou non? Globalement, oui. Sans qu'on ait institutionnalisé la chose, il n'y a pas de spoil system officiel, il n'y a pas du tout de déconstruction très visible. Globalement, oui, la gauche détruit ce qu'a fait la droite et vice-versa. Mais pas dans une volonté malveillante de nuire ou de détruire, avec ce sentiment que l'alternance, c'est ça. Et qu'un bateau peut être piloté un peu à bâbord pendant un certain temps, mais qu'il faudra mieux le diriger un peu à tribord pendant la période suivante pour être sûr d'aller à peu près droit dans la bonne direction. Et là aussi, François Hollande incarne bien cela. C'est pas du tout j'hésite, ou c'est pas du tout à force d'aller à gauche et d'aller à droite, je finis par pas avancer. C'est en zigzag, ce pays finit par traverser toutes les crises et toutes les périodes. Dans les temps de tempête, comment on fait alors? Un peu de droite pour remettre de temps en temps de l'ordre dans les finances et puis remettre sur la route de la bonne gestion. Un peu de gauche ensuite pour remettre sur les rails de la justice et redistribuer. Bon, là, on ne sait pas si la gauche ne va pas mieux faire en termes d'équilibre des finances publiques. Et cette alternance-là, il n'a pas tout détruit, parce que par exemple les retraites, cette alternance-là, elle a été brisée par l'échec depuis 30 ans. C'est que additionner un peu de gauche avec ses défauts mais ses générosités, puis un peu de droite avec sa brutalité mais son efficacité, là, ça a été l'addition de deux échecs. Les principales réformes ont été gardées. Je dirais les retraites et l'autonomie des universités, qui sont à mes yeux les deux principales. Et les principaux échecs ont été consommés, le chômage. Un petit coup d'Italie maintenant. C'est un technocrate assumé qui dirige le pays, Mario Monti. Il est arrivé au pouvoir par la Commission européenne et même la banque Goldman Sachs, et sans passer par la case élection. Il fait ce qu'aucun responsable politique italien n'aurait sans doute osé avant lui, une cure d'austérité de 63 milliards d'économies, du jamais vu depuis la guerre en Italie. Alors évidemment, tout est loin d'être réglé en Italie, mais l'image internationale du pays, c'est sûr, a d'ores et déjà changé. Maxime Beneteau, Clémence Delabaume. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Ce 16 novembre 2011, la cloche agitée lors de chaque Conseil des ministres sonne le passage du pouvoir du politique au technocrate. Silvio Berlusconi, l'animal électoral, cède la place au professeur d'économie Mario Monti sans élection. Il y a urgence, le pays est au bord du gouffre financier. L'idéal démocratique attendra. Au lendemain de sa nomination, Mario Monti et son gouvernement de techniciens annoncent dans la douleur ce qu'aucun responsable politique n'avait fait depuis la guerre, 63 milliards d'euros d'économies. Nous avons le devoir, et cela nous a coûté psychologiquement, de demander des... Je pense qu'elle allait dire sacrifice, comme vous l'avez compris. Un an plus tard, bilan en demi-teinte. L'Italie a retrouvé son rang en Europe. Le taux d'intérêt de la dette baisse, les exportations repartent à la hausse, mais le chômage aussi. À Rome, Monti divise, perd la rigueur qui alimente la récession pour les uns, homme providentiel pour les autres. Ce n'est pas un homme politique. Il a eu le courage de faire des choses. Alors qu'un politique, avant d'imposer par exemple des taxes en plus aux citoyens, il y pense à 2 fois. À la faveur des élections des 24 et 25 février, la politique reprend ses droits et voit réapparaître sur le devant de la scène l'audacieux Silvio Berlusconi, candidat du sacrifice et du dévouement. C'est avec tristesse que je retourne à la vie publique. Et je le fais une nouvelle fois par sens des responsabilités. La presse hurle à la farce. Imperturbable, l'ancien président du Conseil poursuit son marathon télé et assure le spectacle. Ici, il lit le casier judiciaire de l'un de ses contradicteurs. Passe d'armes en direct avec le présentateur. Ce sont des condamnations. Mais c'est quoi ça? C'est un diffamateur professionnel. Et les discours électoralistes ne connaissent pas de trêve, même le jour de la mémoire de la Shoah. Le Cavaliere réhabilite pour partie l'action du dictateur Mussolini. Les lois raciales sont la pire faute du leader Mussolini, qui par ailleurs a fait beaucoup de bonnes choses. Et la stratégie est payante. S'il est toujours largement devancé par le candidat de la gauche, Silvio Berlusconi a progressé de plus de 10 points depuis son entrée en campagne. Silvio Berlusconi a axé sa campagne sur un argument qui est très très simple. C'est toujours les mêmes arguments, j'ai envie de dire, c'est je vais réduire les impôts, mais surtout l'austérité dont vous souffrez les Italiens et les fruits d'une volonté allemande. Je m'étais opposé à l'Allemagne, c'est pour cela que j'ai été viré, entre guillemets, du Conseil européen par l'axe franco-allemand et par les couples Merkozy. Mais moi, je sais défendre les intérêts des Italiens et moi seul, je peux défendre l'Italie et baisser les impôts. C'est un argument qui est absolument démagogique. Mais c'est un argument qui, bien entendu, peut avoir une certaine prise au sein d'une opinion publique qui est fatiguée par 5 années de crise économique. En prenant la tête de la coalition centriste, créditée pour l'instant de 15%, le technocrate s'est de son côté lancé dans sa première campagne de terrain. Les débuts sont poussifs, mais le professeur apprend vite. Après avoir imposé la rigueur, Mario Monti vient de promettre qu'il baisserait les impôts en cas d'élection. C'est choquant cette idée qu'en quelque sorte seul un technocrate qui ne serait pas passé, quelles que soient ses qualités, mais par la case élection, serait capable de prendre des décisions impopulaires et difficiles. Schröder. Il a été battu. Oui, d'accord, mais il les a faites. Il reste dans l'histoire de l'Allemagne comme l'agenda Schröder. Oui, c'est quand même une des choses les plus remarquables en Europe. Je crois qu'on peut peut-être faire un petit point là sur la toxicité de nos institutions. Les institutions idéales ne sont pas de ce monde. La 4e République avait ses qualités, ses défauts, surtout ses défauts, elle en est morte. La 5e République a une grande qualité, c'est qu'elle assure la stabilité du pouvoir avec un chef incontesté, le président. Elle a un petit défaut, c'est qu'elle ne permet aucun jeu en réalité. C'est pile ou face, noir ou blanc, gauche ou droite. Il n'y a pas de majorité, de compromis, donc pas de négociation politique. 2 Français sur 3, ça n'existera jamais. Et donc,
Ça n'existe que dans la tête de Giscard. Et donc, on a ce phénomène oui, mais c'était pas idiot. Non, mais on a ce phénomène de carène liquide qui fait que le bateau est condamné à basculer à gauche ou à droite brutalement. Et donc, la règle du jeu de ces institutions-là, ce qui n'existe pas dans les pays à proportionnel, par exemple, c'est tout ce que fait l'autre est nul, et moi, quand j'arriverai, je changerai tout. Et c'est comme ça, par exemple. Je pense. Non, en France. En France. Vous n'avez pas la proportionnelle, vous avez un système majoritaire. Mais je pensais à ça à propos du plan Hartz, parce que le plan Hartz, c'est très intéressant quand on regarde, puisque maintenant tout le monde dit l'Allemagne, tout n'est pas parfait en Allemagne, mais c'est vrai qu'ils ont réussi un certain nombre de choses. Ça a été engagé par Schröder. Il a perdu les élections à cause de ça. Mais il n'a pu engager cette réforme que parce qu'il bénéficiait de la complicité bienveillante de l'opposition qui le laissait faire. Et lorsqu'il a été battu, qu'est-ce qui a suivi? Pas une majorité conservatrice qui a tout effacé, non. La grande coalition, SPD, chrétien-démocrate, qui a continué la même politique. Et ça, en France, dans la logique institutionnelle où nous sommes, ça me paraît très difficile. Christophe Barbier. Tout à fait d'accord. Donc le vainqueur est celui qui a perdu, dans ce que vous venez de nous expliquer. Le vainqueur moralement, oui, dans l'histoire. Maintenant, tout le monde rend hommage au bilan de Schröder, bien sûr. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur les défauts de la France, parce que je trouve que la France a su corriger la brutalité, en effet, du système de la 5e, tout à gauche ou tout à droite. D'abord par l'opinion, par la rue. Il y a des manifs qui empêchent des réformes, on recule. Quand ce n'est pas la population dans la rue, c'est les corps intermédiaires. Sarkozy voulait supprimer le juge d'instruction, ça n'a pas marché, parce que le corps judiciaire a fait rempart et a réussi à étouffer la réforme. Et on reproche d'ailleurs souvent aux politiques de céder devant les corporatismes, mais c'est peut-être ça finalement le check and balance à la française. Et puis on a inventé la décentralisation. Pendant les 10 ans de droite, pouvoir national, la France s'est donnée quasiment à 100% à gauche dans les pouvoirs régionaux et à plus de 60% dans les pouvoirs départementaux et les grandes villes. Donc le peuple arrive à corriger et à inventer des systèmes de ballast et de catamaran là où on voudrait leur vendre en effet du tout à gauche ou du tout à droite. Ça a des défauts. Parce qu'en effet, on ne voit que le président. Le président est sacralisé, c'est notre rendez-vous démocratique majeur, alors que la réalité est beaucoup plus complexe. Mais tout de même, on a continué à avancer. Pour revenir à votre question sur le courage, il y a Schröder, il y a Mme Thatcher, il y a la Finlande, il y a l'Irlande, il y a des tas de pays qui se sont imposés des sacrifices et qui ont très bien fonctionné. Et moi, je crois que la question n'est pas du tout simplement est-ce que c'est un système proportionnel qui est plus souple ou un système majoritaire qui fait la bascule. C'est qu'il y a des pays qui sont d'accord sur le fondement même du fonctionnement du pays, sur une base d'acceptation d'économie de marché capitaliste. Et il y a dans notre pays quand même des relents anticapitalistes extrêmement puissants, extrêmement nocifs, qui poussent à des promesses absolument insensées, qui font croire aux gens qu'il faut garder des boulots qui n'ont plus de sens économiquement. Effectivement, quand on passe de Kodak Film à la petite puce numérique, on peut peut-être pas forcément garder les mêmes usines. Et en même temps, comme vous disiez sur la formation, on continue à avoir l'essentiel de nos moyens de formation qui sont destinés aux salariés qui ont un emploi ou aux fonctionnaires qui ont un emploi, parce qu'il y a beaucoup d'argent aussi pour la formation des fonctionnaires, que ça embête d'aller, qu'ils font une petite formation dont ils n'ont pas besoin et qui ne correspond pas à une promotion professionnelle, alors que tout cet argent devrait être mis aux chômeurs, aux jeunes des banlieues, mais simplement, comme c'est géré par le 1%, par le ceci, par les syndicats, et je ne vous dis pas autre chose, on ne peut pas changer ça. C'est-à-dire qu'il faut changer notre système, mais ce n'est pas du tout une question de proportionnel, de droite-gauche. Je pense que il faut qu'on retrouve dans ce pays, c'est un peu le sens de ce qu'Aéro a dit sur le nouveau modèle français, il faut se mettre d'accord sur un mode de fonctionnement. Moins de 10 minutes de questions SMS, c'est parti. Où se trouvent les hommes d'État qui remplaceraient enfin les oligarques? C'est intéressant d'employer le terme d'oligarque. Ça c'est compliqué, parce qu'ils ne sont plus forgés par l'histoire. On n'a pas la guerre, on n'a pas la résistance pour nous donner de grands hommes. On voit bien que le modèle énarchique, c'est-à-dire le modèle d'excellence des concours et des grandes écoles, aboutit à des limites. Alors est-ce qu'il faut qu'on enterre l'idée du grand homme ou de l'homme d'État et qu'on se dise, parmi les meilleurs d'une nation, pendant quelques années, ils vont se dévouer à la cause publique. Donc on fera 5 ans, 10 ans de politique avant de retourner dans son cabinet d'avocat ou dans son entreprise ou dans son hôpital parce qu'on aura eu un peu de dévouement et qu'on fera partie d'une élite. Et l'élite, globalement, passera toute, à un moment donné de sa vie, par l'exercice
d'un mandat public national. Oui. Il y a certains pays qui fonctionnent comme ça. Hein. On fait 5 ans, puis après on retourne à la vie civile. Vous réagissiez ? Oui, non, oui, on peut inventer une sorte de service civique des élites, mais on peut aussi demain réfléchir. Il y a certainement transformer le mode de recrutement, l'accès à la candidature, puisque c'est ça qui est problématique, et faire surgir des manières de faire émerger aussi d'autres types de candidats qui désirent plus ou moins le pouvoir, qui sont issus de telle culture, etc. Donc ça, on peut inventer des nouveaux outils. On peut aussi demain considérer que pour renforcer le pouvoir étatique ou politique, on fait de l'alphabétisation citoyenne. Ça veut dire qu'on crée un temps dévolu pour les citoyens, peut-être à l'intérieur des entreprises, pour qu'ils comprennent leurs droits, pour qu'ils comprennent comment agir, pour qu'ils comprennent comment réguler, etc. Et ça aussi, c'est une transformation totale. Les emplois de demain sont dans la robotique et le numérique. Nous, on place des fonctionnaires, nous dit un téléspectateur. Vous trouvez ça vrai ou injuste ? Il est vrai que depuis 30 ans, l'État a fait ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire proposer des solutions étatiques à un problème de la société qui était la question du chômage. Aucun État européen n'a embauché en effet plus de fonctionnaires, créé plus de systèmes de subventions, d'aide à la création d'emplois, etc. Et que ça a produit beaucoup d'effets positifs. Le formidable amortisseur social dont on s'est tous réjouis quand il y a eu la crise, etc. Et ça a eu un effet négatif, c'est que ça a plombé la compétitivité du site France, qui fait que quand l'économie redémarre, on est à la traîne. Sait-on en cette fin janvier 2013 où le gouvernement compte réduire les dépenses ? Les 60 milliards, oui. Non, on n'a pas la liste détaillée. On n'a pas la liste, mais on voit bien que dans certains ministres qui ont par exemple 59 agences sous leur responsabilité, ils vont essayer d'en faire 20. Des choses comme ça. Il y a, pour le moment, oui, il va y avoir, dans certains ministères, ça va être beaucoup plus qu'1 sur 2. Il y a trop d'échelons administratifs, on consomme trop de médicaments, il y a quelques grands postes comme ça où on peut faire des dépenses, des économies importantes. Ce que je trouve un peu dommage de la part des pouvoirs publics les uns après les autres, c'est qu'ils ne croient pas qu'à un moment il faut donner un électrochoc et que le pays comprenne que l'État est en train de se serrer la ceinture. Je pense qu'il est un peu en train de se serrer la ceinture. Mais par exemple, je ne sais pas, on supprimerait le Conseil économique et social en disant voilà, c'est une dépense inutile, voilà, on va en faire une université en plein Paris. Dire peut-être qu'il faut supprimer 2 échelons administratifs parce qu'on n'a plus les moyens. Voilà, 1 ou 2 mesures courageuses et je pense que tout le monde serait content de payer les impôts, tout le monde serait content de se serrer la ceinture, tout le monde serait bon, ça y est, on est en train, ça y arrive. Il faudrait des choses visibles. Ça inclut les collectivités locales, ce dont vous nous parlez ? Certaines collectivités locales. Et pour le moment, on est à l'impression que bon, on enlève un petit bout là, voilà, mais c'est des économies de bout de chandelle et on voit pas la ligne. Il y a un moment, il faudrait quand même reshaper, comme on dit au bateau, l'État. Mais il ne faut jamais oublier que la contrainte politique aussi existe. C'est-à-dire que je suis de ceux qui pensent que l'économie existe. C'est pas juste une invention du comité des forges pour faire souffrir le peuple. Mais la politique aussi, ça existe. Un gouvernement, il a une base électorale, il a une base, un parti politique, des forces qui le soutiennent. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Je trouve déjà incroyablement gonflé, j'emploie le mot, ce que François Hollande fait, c'est-à-dire qu'il c'est quand même un président, en effet, vous le disiez, social-démocrate, peut-être même social-libéral, qui se propose de remettre la France dans le sens de la marche et de recréer l'emploi. Comment ? En réduisant la dépense publique, il n'a pas encore dit comment, en recréant les marges des entreprises et en assouplissant le code du travail, le fameux accord syndicat. Pour un homme de gauche, quelle rupture avec la doxa? Et c'est pas Sarkozy qui l'a fait. Hein. Faire en plus des économies dans les collectivités locales alors qu'il n'arrive pas à limiter le cumul des mandats, ça va être difficile. Peut-on le faire, il va baisser la dotation. Peut-on gérer un pays sans les politiques? Alors oui, hop, ça commence à se libérer. Non, parce que sans les politiques, ça veut dire sans les électeurs. Ou alors, il faut trouver une autre forme d'aboutissement de la démocratie. Le peuple choisit, mais il choisit autre chose. Mais ça reviendra à réinventer les politiques. Je voudrais juste dire, parce qu'on présente l'économie comme une science objective, on oublie que c'est une science humaine et sociale, et que derrière toute économie, il y a une philosophie économique, et que, voilà, moi, j'ai pas de souci à mettre Stiglitz à la tête de l'État français. J'aurais plus de difficultés à mettre un Baker, un Gary Becker ou un Friedman. C'est-à-dire, en gros, l'école de Chicago versus une école de la régulation. Mais tout ça pour dire que, bien évidemment, les économistes traduisent une idéologie politique, toujours.
ça évolue aussi. Enfin, oui, bien sûr, des idées évolutives. Exactement. Il y a des modes. Monti est arrivé par la technocratie, la compétence, et maintenant il fait de la politique. Voilà. Exactement, et d'ailleurs il a dit qu'il allait baisser les impôts. J'ai fait un rêve. Au lieu de s'écharper à l'Assemblée, ne pourrait-il pas travailler ensemble sur des sujets majeurs? Vous nous expliquez depuis le début de cette émission, Claude Veil, que finalement nos institutions qui jusqu'ici nous ont assez bien convenu et qui sont le fruit de notre histoire, elles aussi, ne le permettent pas. Mais non, comme nous tous, c'est défaut de leur qualité. La qualité, c'est la stabilité. C'est ce qu'a voulu le général de Gaulle, il l'a obtenu. L'inconvénient, c'est une certaine rigidité. Et alors c'est vrai que tout ce que vous disiez tout à l'heure est profondément vrai. C'est-à-dire que c'est l'omnipotence d'un seul, compensée par le fond anarchisant de la France qui fait que quand nous descendons dans la rue, quand nous ne sommes pas contents. Donc il y a une espèce de mouvement, en effet, de balance, le contre-pouvoir au fond, c'est le peuple dans cette démocratie. C'est le face-à-face ultime, en l'occurrence, entre le président et le peuple. Mais c'est quand même terriblement ancien régime. C'est bien l'alternance quand même. Si tout le monde travaillait ensemble, après s'ils se plantent, qui on met? Oui, cette remarque est juste. Et si notre obsession égalitariste et étatiste, pardonnez-moi, venait de nos instituteurs? Alors, je fais sur le fronton. C'est un vieux fantasme. Un vieux fantasme, vous croyez? Oui, c'est vrai, les livres en économie préfèrent parler des selles, comment on échange, et puis les capitalistes sont des méchants. Bon, il y a eu des tas d'études là-dessus. Bon, non, moi je crois pas. Je crois que c'est ce qu'on disait, c'est notre philosophie. C'est quand on lit l'histoire, c'est quand on regarde nos monuments, on exalte ces fonctions-là beaucoup plus que le maître des forges ou le chef d'entreprise. C'est pas les instituteurs qui ont inventé cette culture politique, c'est la culture politique issue de la Révolution qui a inventé les instituteurs 100 ans après. Les politiques peuvent-ils gérer un pays sans être corrompus? Oui, intéressant avec la une que vous nous faites cette semaine. Sans être tenté, ça doit être difficile, mais sans être corrompu, oui, bien sûr. Il suffit d'avoir de la probité, de résister, d'avoir l'amour de l'altruisme. Il faut qu'on les paye bien aussi. Il faut arrêter l'idée du désintéressement où on se sacrifie et où on est pauvre à la fin de sa vie politique. Donc il faut faire un effort de ce côté-là. Mais oui, bien sûr, et le meilleur moyen pour qu'ils ne soient pas corrompus, c'est d'attraper et de punir fortement les corrompus. À quand une loi pour le droit au référendum d'initiative populaire? Elle est faite, la loi. Elle est faite. Simplement, la loi organique n'a pas été adoptée après le changement de constitution de 2008. Ça fait 5 ans que les parlementaires sont assis sur le mécanisme réglementaire pour qu'on puisse faire ce fameux référendum avec des députés et des signataires, des pétitionnaires qui viennent. Et pourquoi ça ne sort pas? Parce qu'ils n'ont pas envie. D'abord parce qu'ils ne savent pas trop comment ils vont vérifier que chaque signature est valable. C'est très compliqué à faire. Et puis parce qu'ils préfèrent garder le monopole un peu de tout cela. Enfin, pour ceux qui sont des fanats du droit d'initiative citoyen, il y a aussi le droit européen qui permet ça aujourd'hui. Ben voilà ce que nous avions à vous dire ce soir pour une émission qui sera rediffusée à 22h15. Merci d'y avoir participé, merci vous de l'avoir suivi. Demain 17h45, nouveau C'est dans l'air, toujours en direct. Auparavant, Axel de Tarlet et son invité. Très bonne soirée sur France 5. À demain. Merci. Pour toutes vos questions sur l'actu, C'est dans l'air sur France5.fr.